ce soir, donc on va aborder le foot, comment se financent les transferts. On est parti chercher deux super intervenants pour vous, parce que le foot, c'est un sujet très, très intéressant d'un point de vue financier, au-delà de la passion que de millions de Français ont. C'est que le foot est vraiment passé d'un sport à la base très amateur, à se jouer dans des clubs associatifs, à une professionnalisation et donc une financiarisation de ce sport, de cette activité. On peut le voir, donc on peut le voir désormais que le foot est vraiment dans une logique de financiarisation. On l'a vu on le verra tout à l'heure, on en discutera avec les clubs de foot qui peuvent être parfois cotés, la logique qu'ils ont. Donc pour ce soir, on a deux intervenants, on a Daniel Oman et Mathieu Guillot. Je vous laisse vous présenter. On va commencer par Daniel Oman. Merci. Bonsoir à tous, Daniel Oman, donc je suis avocat au barreau de Paris et mandataire sportif. Je reviendrai sur la spécificité de ce titre un peu plus tard. J'ai le plaisir d'intervenir devant vous parce que je fais pas mal de droit du sport et du droit des affaires appliquées au sport. Et ben on va faire un échange avec Mathieu Guyot. Il va vous parler des aspects plutôt financiers, moi des aspects plutôt juridiques. Et puis, n'hésitez pas à la fin pour les questions. Voilà. Bonsoir à tous. Du coup, moi, je m'appelle Mathieu. Merci au centre pour l'invitation pour intervenir. Moi, j'ai 34 ans. J'ai fait un diplôme d'école de commerce à Grenoble, 2 ans en banque au Crédit Agricole. Puis j'ai rejoint Sport Value en 2013 pour travailler sur la partie credit management. En gros, on a 2 activités principales au travers d'une licence de courtage, donc avec les agréments. On fait du financement, particulièrement sur les opérations de trésorerie pour les clubs de foot professionnels, donc en France et à l'étranger. Et on travaille également sur une partie de couverture de garantie de paiement, assurance crédit, toujours pour les clubs professionnels, donc essentiellement dans le milieu du foot professionnel. On a aussi en 2013 du coup développé un logiciel de notation, de scoring du risque financier, de la solvabilité des clubs de foot, qu'on maintient avec une base de données de plus de 200 clubs depuis 2013. Donc voilà, on appuie vraiment cette activité et on travaille vraiment au plus près des clubs, d'où l'intervention ce soir sur les aspects de l'économie du foot et plus particulièrement sur les transferts, qui est une des composantes importantes pour les clubs. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le modèle économique des clubs de foot français, voire européens, et un peu les grandes tendances en termes d'indicateurs, notamment avec l'impact du Covid? Oui, du coup, le modèle économique d'un club de foot, que ce soit en France ou à l'étranger, il est relativement similaire dans la mesure où c'est des clubs de foot. L'activité principale d'un club de foot, c'est de jouer des matchs de foot. Il y a 3 segments récurrents d'activité pour les clubs. Un premier segment qui fait un peu l'actualité, c'est les droits télé, généralement avec une commercialisation des droits télé qui est fait au niveau de la ligue, donc mutualisé collectivement avec des critères de distribution aux clubs qui vont jouer le championnat. Donc ça, c'est en contrepartie. Un diffuseur achète les droits en fait, de diffuser les matchs et derrière a son modèle pour commercialiser. Le deuxième segment, c'est tout ce qui a trait au jour de match. Donc quand le match est joué, tout ce qu'on appelle recette en anglais match day ou recette jour de match. Donc ça va être les ventes de billetterie, tout ce qui est la commercialisation des espaces VIP, des loges, etc. Et le troisième segment, il va être plutôt sur le volet commercial, donc tout ce qui est aspect les contrats de sponsoring, donc signés avec les sponsors, et tout ce qui est merchandising. Voilà. Après, il y a quelques clubs qui ont des activités annexes, des nouveaux segments, notamment quand ils ont la propriété du stade, sur un peu plus d'événementiel. Et par exemple, le cas du Barça, de la Juventus, ils commencent à avoir des activités assez lucratives sur l'exploitation des musées, des choses comme ça. Et un quatrième segment, du coup, qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi une des spécificités du foot sur cet aspect de transfert et de la vente de joueurs, du coup, capital humain actif au sein des clubs.
Super transition, merci. Est-ce que du coup, Maître Oman, vous pouvez nous expliquer le contexte juridique pour tout ce qui est capital immatériel en lien avec le foot? Oui, alors le capital immatériel est très très important dans le milieu du foot. Traditionnellement, vous aviez des joueurs de foot dont l'image était associée à des marques. On se souvient de David Beckham pour Emporio Armani. Et en fait, on utilisait l'image des joueurs pour valoriser les marques, et ça rentrait dans le capital des différents clubs de foot. Et maintenant, ce qui est un petit peu différent et ce qui a un peu évolué ces dernières années, c'est que en raison du marketing personnel, le joueur devient sa propre marque. C'est-à-dire qu'il a en plus de la plus-value sportive qu'il va venir apporter au club, il y a un effet marketing de sa propre marque sans que son image soit associée à une autre marque. Il y a un effet Neymar au PSG, c'est indéniable. Il y a un effet Cristiano Ronaldo et il y a un effet lié à cette image. Donc ça donne lieu à une plus-value pour les clubs, et cette plus-value, les clubs vont indéniablement s'en servir pour définir les prix associés au mouvement des joueurs sportifs. C'est quelque chose qui rentre dans le capital des clubs, et cet effet marketing, et ça va avoir une influence à la fois au stade des négociations, quand on envisage un transfert, quel va être le package financier, quel va être ce que peut imposer comme condition le sportif. Et pour nous juristes, évidemment, comme le montant plus l'aura marketing du joueur va être importante, plus le montant du transfert ou du contrat de travail du sportif, si on est dans le cadre d'un CDD sportif, va être important. Donc il faut sécuriser ça, évidemment, parce qu'il y a des enjeux fiscaux derrière, des enjeux sociaux, et c'est une nouvelle forme de droit. En fait, il y a des questions qui ne se posaient pas avant. Donc c'est très intéressant, mais c'est effectivement de nouveaux enjeux, quoi. Et du coup, parce que ce soir on est très intéressé par surtout un des aspects, c'est-à-dire les transferts. Comment s'articule le cadre juridique pour les transferts, et notamment on connaît les enjeux pour les clubs formateurs, notamment des grands clubs européens comme le Barça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce point? Oui, alors le cadre juridique des transferts, c'est une question intéressante, parce que comme on est dans une logique internationale, il va y avoir des règles de la FIFA, il va y avoir des règles européennes, et il va y avoir un cadre, un cadre national. Et toutes ces règles doivent plus ou moins s'articuler ensemble, enfin elles doivent coexister. Depuis un arrêt de 95, un arrêt qui concernait un joueur liégeois, le principe, en théorie, c'est la libre circulation des joueurs. C'est-à-dire que avant cet arrêt, il n'était pas possible pour un joueur de changer de club, alors même que son contrat de joueur de foot expirait, sans que le nouveau club paye une indemnité à l'ancien club, alors qu'on n'était plus dans une dimension de rupture anticipée du contrat. Et en plus, il y avait des quotas pour les joueurs étrangers, et on pouvait par équipe seulement prendre 3 joueurs étrangers. Donc un club recruteur pouvait seulement prendre 3 joueurs étrangers issus de l'Union européenne. Tout ça n'existe plus depuis 1995, et donc le principe, c'est la libre circulation des joueurs. Maintenant, en vérité, la libre circulation des joueurs, elle est quand même
assez limitée, à la fois par le cadre juridique français, mais aussi notamment en Espagne, par ce qu'on appelle les clauses libératoires, qui sont pour certaines totalement prohibitives. Si je prends l'exemple de la clause libératoire qui avait été fixée pour Messi et pour Cristiano Ronaldo, elle était à 1 milliard d'euros. Donc c'est une façon aussi pour les clubs de posséder leurs joueurs, parce qu'il faut pouvoir libérer 1 milliard d'euros pour s'acheter un joueur en réalité. Après, pour ce qui est du cadre juridique, j'aurai l'occasion d'y revenir, j'imagine, mais voilà un petit peu, pour vous présenter un petit peu la réglementation et comment se passent les transferts. Parce qu'après, on a des règles spécifiques liées aux enjeux financiers de ces transferts, ce qui génère en fait des sommes assez importantes. Mais je pense que ça va être abordé par la suite. C'est ça. C'est vrai que vous l'avez dit, en fait, les joueurs appartiennent au club, et c'est un élément très important dans la valorisation d'un club de foot. Ce point est de savoir comment sont valorisés les joueurs dans un club de foot et quel est l'impact pour eux, pour les clubs. Oui, je pense que l'arrêt Bosman, effectivement, c'est une bonne transition. Depuis l'arrêt de Bosman, on peut dire qu'on a basculé un peu dans une phase un peu plus du foot business, où les transferts et la mutation des joueurs de club à club, c'est devenu une composante du modèle économique très, très forte, dans la mesure où, le joueur, aujourd'hui, il devient un actif au bilan d'un club. Donc dans le bilan comptable d'un club de foot, on enregistre les droits au contrat du joueur. Donc typiquement, si on achète un joueur 20 millions d'euros à un autre club, donc en signant une convention de transfert, on va l'inscrire au bilan pour ce montant de 20 millions d'euros. Et le joueur va être amorti dans les comptes du club sur la durée de son contrat. Donc si c'est un contrat de 5 ans, il va être amorti sur 5 ans avec une charge comptable. Ça marque un tournant, et c'est quand même une spécificité du foot, dans le sens où, je pense que c'est une des rares industries, peut-être même la seule, où on valorise le capital humain dans le bilan du club sur un fondement juridique qui est plus ou moins... qui est là, c'est vraiment le droit, ce droit au contrat qu'on inscrit dans le bilan. Donc après, en termes de valorisation pour un club, il y a cette valorisation dans le bilan comptable. La valeur comptable d'un joueur, elle n'est pas forcément sa valeur de marché. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le cas de Messi, dans le bilan du FC Barcelone, Messi vaut 0 parce qu'il a été formé au FC Barcelone. Donc ça, c'est souvent un sujet de discussion qui a aussi souvent été mis sur la table par Jean-Michel Aulas, dans la mesure où son club est coté. C'est moi, mon capital joueur, mes joueurs, mon actif joueur, il est sous-valorisé dans mon bilan comptable, et la valeur de mon entreprise s'en trouve un peu impactée. Donc il y a vraiment cette différence fondamentale entre la valeur comptable, l'actif du joueur dans les comptes, et sa valeur de marché, combien il sera acheté par d'autres clubs. Sur la valorisation du portefeuille joueur, c'est vraiment un sujet qui est assez difficile. Il y a quelques sociétés qui ont développé des algorithmes un peu basés sur tout un tas de données. Enfin, je pense qu'à aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de méthode mathématique ou de statistique vérifiée pour déterminer la valeur intrinsèque d'un joueur, en tout cas sa valeur de marché. Aujourd'hui, on parle plus de prix, c'est un peu ce que les autres clubs sont prêts à offrir à un instant T. On voit bien que, par exemple, cet été... Ceci dit, on est sur le vrai concept du marché, c'est-à-dire la rencontre entre l'offre et la demande. Oui, sauf que je pense qu'il y a beaucoup de classes d'actifs où on a quand même la possibilité d'avoir un modèle mathématique qui nous détermine une valeur intrinsèque du joueur. Après, dans la valorisation d'un club, c'est une composante importante, parce que si on prend l'exemple des clubs français, c'est pas forcément un exemple applicable dans d'autres championnats, mais en France, la plupart des clubs ont des déficits d'exploitation. Donc, c'est-à-dire, si on prend leurs recettes courantes dont on avait parlé, les revenus commerciaux, les droits télé, plus les recettes de billetterie, recettes match, qu'on y soustrait les charges de fonctionnement, donc ça va être principalement les salaires plus cotisations qui sont effectivement en France
plus élevés que dans les autres championnats européens, plus tous les frais de fonctionnement pour faire tourner un club. Généralement, on est sur une perte d'exploitation qui est compensée sur une plus-value en fait, sur le roulement des transferts. C'est-à-dire qu'on vend plus de joueurs qu'on en achète, et c'est ça qui permet d'équilibrer les comptes. Donc c'est une composante importante dans la valorisation d'un club, sauf que pour faire tourner un club, de toute façon, il faudra toujours 20 joueurs, donc il y a aussi une valeur de remplacement de ce portefeuille de joueurs. On ne peut pas liquider d'un coup l'effectif et dire que la valeur du club, elle équivaut à la valeur du portefeuille joueur, quoi. Donc nous, généralement, sur les sujets de valorisation et d'évaluation des clubs de foot, on travaille plutôt sur les cash flows futurs, et une des composantes des cash flows futurs, ça va être effectivement un segment qui est important, les ventes de joueurs, quoi. Les ventes de joueurs, ok. Basé généralement sur un historique, plus on teste effectivement la valeur du portefeuille avec des sessions programmées comme ça sur un planning. Mais est-ce que l'enjeu pour les clubs de foot, du coup, n'est pas de diversifier leurs actifs, par exemple avec de l'immobilier, de rachat de start-up dans de l'événementiel, des choses comme ça? Ouais, c'est une bonne question. C'est effectivement un peu la vision, l'objectif de beaucoup de clubs. Je pense pour diversifier les activités, le modèle aujourd'hui qui est d'actualité, c'est d'être propriétaire de son infrastructure, de son stade, pour pouvoir au moins diversifier les recettes de son stade et exploiter son stade chaque jour de l'année. Ce que fait l'Olympique Lyonnais. En France, il y a d'autres clubs qui tendent à ces modèles sans forcément être propriétaire du stade, mais en récupérant des bons amphithéotiques qui permettent d'être vraiment maître chez soi, d'exploiter son infrastructure, ce qui permet, je crois, il y a un club qui est coté en bourse à Copenhague, qui est effectivement rattaché à un programme immobilier. Il y a des sources de diversification, mais après, ça reste un club de foot. Son activité, c'est de jouer des matchs, et il n'y a pas non plus de recette miracle, même s'il faut tendre à effectivement retrancher un peu être moins dépendant des résultats sportifs, parce qu'aujourd'hui, les revenus d'un club de foot sont très dépendants de leurs résultats sportifs. Tout l'enjeu, c'est de décorréler un peu ça, sachant qu'en Europe, il y a ce risque de relégation. C'est qu'aujourd'hui, un club de Ligue 1 qui est relégué, il a ses revenus qui sont divisés par 2, voire peut-être un peu plus d'une année à l'autre, sachant que c'est très volatile et très difficile à gérer pour un propriétaire, un gérant de club de foot. Ok, je pensais notamment au club de Prague, qui eux ont fait beaucoup de diversification d'actifs très jeunes en fait, au début de la professionnalisation de leur club. Donc ils avaient acheté des billetteries, des choses comme ça. Donc, c'est possible, je connais pas les cas de Prague en détail, mais il y a des projets. Après, les clubs, ça reste l'activité, c'est de jouer des matchs. Leur cœur de métier. Et puis oui, voilà. Et les droits, et il faut dire que les droits télé dans le budget d'un club, ça reste la partie, en pourcentage des recettes, c'est très conséquent. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut maintenant parler de l'impact des transferts sur la trésorerie des clubs ? Du coup, lorsqu'il y a un transfert, il faut rémunérer le joueur, anticiper son salaire à venir, mais également toutes les parties prenantes. Du coup, quelles sont les parties prenantes à rémunérer dans ce cadre-là ? Peut-être Maître Oman ? Parce que je pense que vous faites partie des parties prenantes. Oui. Oui, alors effectivement, j'aimerais d'abord juste rappeler que dans le cadre d'un transfert, donc c'est nécessairement une rupture anticipée du contrat de travail. Je prends l'exemple en France, par exemple. Donc il va y avoir la rupture du contrat de travail, il va y avoir la signature du nouveau contrat, et puis corrélativement l'indemnité qui va être versée du club vendeur au club qui cède son joueur. Du club acquéreur au club vendeur, pardon. Et donc, dans ce cadre-là, très souvent, il va falloir rémunérer le joueur, c'est-à-dire que le club vendeur va rémunérer dans le cadre de son nouveau contrat le joueur, et accessoirement, comme les joueurs sont souvent accompagnés d'un agent
d'un agent sportif enregistré à la FFF, il va falloir rémunérer aussi l'agent FFF. L'agent FFF, il prend maximum 10% sur le montant brut total du contrat de travail. Donc si c'est sur 4 ans par exemple, ça va être 10% au maximum. Très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que le club peut prendre en charge le paiement de la commission de l'agent sportif. Nous, en tant qu'avocat mandataire sportif, on peut intervenir en tant que représentant d'un joueur de foot ou en tant que représentant d'un club, l'un ou l'autre. Et dans ce cas-là, on va avoir quelque chose d'assez similaire, puisque l'indemnité, enfin les honoraires qu'on va pouvoir percevoir sont fixés à 10% au maximum, soit du montant du transfert, soit du montant du contrat de travail, enfin la totalité des sommes perçues dans le cadre du contrat de travail. Donc il y a effectivement la rémunération des intermédiaires qui va constituer quelque chose d'important. Après, voilà, évidemment, il y a il y a l'indemnité du club acquéreur au club vendeur. Bon, ça, pas besoin de revenir dessus, mais voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des spécificités du métier d'avocat mandataire sportif à comparaison avec celui d'agent? Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Qu'est-ce que vous faites en moins? Quelles sont vos différences? Est-ce que vous êtes à égalité en matière de conseil et d'accompagnement? Vous êtes en train de toucher à un sujet brûlant parce que je sais qu'il y a beaucoup de... le torchon est brûlant entre les deux professions. Non, en réalité, on a des métiers qui sont bien différents. L'agent sportif, d'abord, il a une licence, donc il est enregistré auprès de la Fédé. Il faut bien rappeler, c'est que c'est quand même un métier encadré, réglementaire. Oui, c'est une profession réglementée. On a tendance, c'est tout à fait juste, on a tendance à l'oublier, mais il faut être titulaire d'une licence, il faut avoir passé un examen, et ensuite il faut s'enregistrer, en l'occurrence auprès de la FFF, s'il s'agit d'un agent sportif de joueurs de foot, ou d'une autre fédé, si vous intervenez en tant qu'agent sportif pour une autre fédé. Là où nos professions divergent, c'est que en fait, l'agent sportif, il va exercer une profession de nature commerciale. Sa rémunération, elle est fondée sur son intervention au titre de la mise en relation entre un joueur et un club pour la signature soit d'un contrat de travail, soit d'un transfert. Nous, ce qui nous est permis de faire, c'est de représenter l'une ou l'autre des parties dans le cadre de la signature de ce contrat. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir négocier un certain nombre de clauses contractuelles, pouvoir faire du conseil juridique, pouvoir conseiller le joueur sur ses intérêts, peut-être sur son image, etc. Donc tout le champ qui est permis en fait à l'avocat. En revanche, ce qui nous est interdit à ce jour, c'est d'exercer une profession commerciale. Or, la mise en relation, l'intermédiation est par nature une profession commerciale. Après, il y a effectivement des aspects similaires des deux professions. C'est-à-dire que dans les deux cas, nos honoraires sont plafonnés à 10%. Des sommes en jeu, là où pour la commission de l'agent c'est pareil, c'est 10%. On ne peut pas par exemple être rémunéré dans le cadre d'un contrat qui serait signé entre un joueur mineur et un club, et il en va de même pour l'agent sportif. Donc, on retrouve certains garde-fous qui sont les mêmes, mais il y a quand même des différences. Et là où je vous disais que le torchon brûlait un petit peu entre les deux professions, c'est que le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris a voté une délibération le 9 juin dernier qui a modifié un peu le champ d'action des avocats, qui peuvent maintenant faire de la mise en relation rémunérée entre joueurs et clubs.
Et donc, c'est effectivement, là, on est sur un alignement total entre les deux professions, puisque le seul garde-fou qu'on avait et qu'on nous fixait en nous disant « vous ne pouvez pas exercer de profession commerciale », manifestement, il a sauté. Ceci étant, la FFF a saisi le parquet général et comme le parquet général a fait appel, on considère que l'appel étant suspensif, ce nouvel article du règlement intérieur n'a pas vocation à s'appliquer. Ce qui pose une réelle difficulté pour tous les avocats qui se sont saisis de ces nouvelles prérogatives et qui ont pu conclure des contrats et qui ont pu se faire rémunérer dans le cadre de cette nouvelle prérogative de mise en relation, puisque désormais les parties prenantes ne veulent pas nécessairement rémunérer leurs intermédiaires au motif que l'avocat est allé au-delà de ses prérogatives et a fait quelque chose qui lui était interdit par la loi. Voilà. Ok. Donc on a compris qu'il y avait des coûts annexes lors d'un transfert. Il y a également celui des joueurs. Est-ce que, Mathieu, du coup, vous pouvez nous présenter l'impact que ça a sur la trésorerie des clubs et surtout nous rappeler, vous, de quel côté du transfert vous vous situez dans l'accompagnement avec Sport Value? Oui, du coup, quand on voit un peu les sommes qui sont mises en jeu aujourd'hui sur le marché des transferts, l'impact il est important. Quand un club il va peut-être mettre un quart de son budget pour acheter un joueur ou un cinquième, forcément ça a des impacts sur la trésorerie. Aujourd'hui, généralement les transferts ils sont payés avec un échelonnement, donc c'est-à-dire qu'on les paye généralement sur une durée de 1 à 3 ans en moyenne. Aujourd'hui on voit des durées même jusqu'à 5-6 ans. Donc on échelonne la trésorerie pour limiter l'impact dans la trésorerie. Après, est-ce qu'il y a cet impact il va jouer sur le besoin en fonds de roulement du club. Il y a un vrai BFR joueur, trading joueur à financer. Les solutions pour financer, c'est des solutions de finances d'entreprise, c'est des financements de trésorerie. C'est vrai que quand on achète un joueur, c'est un investissement, mais pas tant que ça. C'est pas non plus un investissement qu'on amortit sur 20 ans. Le cycle il va être plutôt sur 2-3 ans, 3-4 ans. Donc les solutions pour financer, aujourd'hui un club il a peu d'actifs à hypothéquer, peu de clubs ont leur stade, donc une des garanties que peut donner un club pour un peu financer son fonds de roulement, ça va être potentiellement monétiser par du factoring les créances de transfert qu'il va avoir dans son bilan. Deux, ça peut être de structurer une facilité de crédit, que ce soit revolving ou qui s'amortit en donnant des flux de trésorerie en garantie. Ces flux de trésorerie, ça va être généralement les droits télé ou des revenus de transfert qu'on peut du coup pledger au profit d'une banque pour financer. Mais le cycle de financement, c'est financer en gros son exploitation. Nous, effectivement, aujourd'hui sur le marché, les clubs qui ont besoin de financement externe, ça se fait beaucoup sur sur l'escompte, du factoring de la cession de créances de transfert. Ça a un bénéfice généralement on parle plutôt de vente d'actifs, du coup ça sort du bilan des clubs, ça permet au lieu d'encaisser la trésorerie d'un transfert sur 5 ans, on l'encaisse tout de suite avec une décote qui va correspondre aux intérêts que va prendre la banque qui finance. Donc ça a l'avantage effectivement de ne pas provoquer d'endettement, surtout qu'il faut savoir que l'industrie du sport c'est quand même un marché qui est très régulé. C'est régulé au niveau de la FIFA, c'est régulé au niveau de l'UEFA avec le fair play financier. Il y a des ratios d'endettement au-delà des ratios d'équilibre d'exploitation. Et en France, c'est régulé au niveau de la DNCG, où pareil, il va y avoir l'introduction de ces ratios d'endettement. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite parenthèse sur le fair play financier ? Le fair play financier a été mis en place par l'UEFA à un moment donné où effectivement il y avait beaucoup de pertes. J'ai plus les chiffres en tête, mais quand ils ont mis le fair play financier, je pense que sur le périmètre UEFA, on était peut-être à 600 millions de pertes cumulées. Et là, sur les données publiées 17-18, le reporting UEFA, c'est-à-dire les clubs qui jouent les compétitions UEFA, on est passé avec des résultats nets positifs sur les deux dernières années. Les deux leviers principaux qu'ils ont mis en place, c'est s'assurer que les dettes entre les clubs soient payées.
Donc, c'est-à-dire qu'un club qui ne paierait pas sa dette de transfert, justement, ou une dette fiscale, et je crois que c'est une dette aussi envers un joueur, peut être sanctionné par l'UEFA, c'est-à-dire que l'UEFA refuse sa licence. Chaque année, quand on va jouer une compétition UEFA, on a tout un dossier à déposer pour obtenir sa licence UEFA. Et un des critères, c'est de montrer 3 fois dans l'année, ou je crois même 4 fois maintenant, qu'on n'a pas d'impayé sur ces dettes-là. Et le deuxième pilier, qui est un peu plus connu, c'est le break-even requirement, qui est en gros un déficit sur 3 années cumulées maximum, qui correspond à une perte de 5 millions. Maximale, et qu'on peut augmenter à 30 millions si l'actionnaire compense. Oui. Okay. Et du coup, quelle solution de financement vous proposez au club pour accompagner les transferts ? Du coup, c'est ce dont j'avais parlé, c'est de la cession d'actifs, une cession de créances de transfert. Et après, sur des projets d'infrastructure, par contre, c'est plus des prêts classiques sur du financement d'infra avec des maturités un peu plus longues, et après des prêts aussi qui s'amortissent sur 2-3 ans. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de spécificité foot. Généralement, quand on va dans le département d'une banque, ça va être souvent des départements de trade finance. Donc il y a quand même un parallèle là-dessus. C'est plutôt les bureaux de trade finance qui traitent les dossiers du foot. C'est vraiment une industrie de niche. Je pense qu'il y a un passif qui est assez lourd quand même auprès des banques, notamment en France, avec un a priori qui est très négatif, qui est difficile à faire changer. Sûrement pour des raisons, mais après il y a quand même une industrie qui a évolué, qui s'est professionnalisée. Donc voilà, aujourd'hui on travaille plutôt avec des banques anglo-saxonnes. Ok, très bien. Maître Oman, en matière juridique, est-ce qu'il y a des risques à couvrir lors d'un transfert pour toutes les parties prenantes, les banques, les joueurs, les clubs ? Les risques juridiques à couvrir, ce sont les risques, traditionnels. Enfin, disons que en raison des sommes en jeu, effectivement, il faut s'intéresser, il faut sécuriser la transaction. Classiquement, avant la signature du contrat, nous on passe toujours par, on fait une sorte d'accord informel de pré-contrat qui va nous permettre de savoir ce qu'on va négocier et qui va nous permettre en fait de garder un petit peu la main sur les négociations contractuelles. Ça va être informel, mais ça va nous permettre d'entrer dans la phase 2 qui va être celle où il y aura peut-être une promesse d'embauche. Il faut s'intéresser en fait à tous les aspects classiques d'une transaction, c'est-à-dire l'aspect fiscal, comment est-ce qu'on va traiter les sommes qui entrent en jeu, non seulement pour la rémunération des intermédiaires, mais aussi pour la rémunération des parties prenantes. On va s'intéresser aux aspects sociaux. Évidemment, quand on est dans le cadre d'un contrat sportif, on est sur... en France en tout cas, on est sur un CDD, donc le droit du travail va venir s'appliquer. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à respecter. Par exemple, en France, la clause libératoire, elle est interdite. On ne peut pas insérer des clauses libératoires dans les contrats. Alors, il y a une façon de le contourner, je ne vous la donnerai pas, mais c'est quelque chose qui est interdit. Et dans la mesure où, en plus, on communique les contrats à la LFP derrière, ça va être vérifié. Donc il y a effectivement cette dimension du droit du travail qui est impérative en France, qu'il faut respecter. La dimension fiscale, bien entendu, et puis après, ça va être plutôt prendre en compte le montant de la transaction, c'est-à-dire prendre en compte le capital immatériel du joueur. Ça va être un levier de négociation. Ça dépend de quel côté on se place, du joueur ou du club. Si on se place du côté du joueur, on va pouvoir exiger beaucoup plus de choses du club. Et le club, il va devoir derrière utiliser ce capital immatériel pour négocier, par exemple, des partenariats avec des équipementiers. Donc il y a effectivement l'image du sportif
qu'il va falloir prendre en compte à un moment ou à un autre dans l'aspect contractuel. Il va falloir le valoriser et comme c'est des contrats qui durent plusieurs années, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Mais je dirais que le risque principal, c'est vraiment de ne pas contrevenir aux dimensions impératives du droit du travail. Et c'est moins facile que ça ne paraît. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on a l'impression que tout est très classique dans le milieu du foot. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui sont, des footballeurs qui sont salariés, des transactions qui sont financées par des mécanismes de trésorerie qu'on connaît déjà. Est-ce que la complexité n'est pas du fait qu'on mélange tout ça sur une seule activité ? La complexité, elle vient surtout du fait que on a affaire à une mobilité des joueurs. On n'est généralement pas sur des transactions franco-françaises. On est sur un marché qui est assez international, avec des règles qui viennent à la fois de la FIFA, qui viennent des différents droits nationaux, qui viennent du droit européen. Et il faut faire un petit peu coïncider tout ça. On voit toute cette difficulté, par exemple, avec... je prends cet exemple récurrent, mais la clause libératoire, c'est quasiment obligatoire en Espagne. Et c'est systématique. Et ça... vous ne rencontrerez pas un club qui conclut des contrats sans clause libératoire. En France, c'est juste pas possible. Alors, on s'arrange autrement en négociant derrière des indemnités de transfert, en laissant la liberté entre clubs et joueurs de fixer l'indemnité de transfert en fonction de la valeur à la fois sportive et le capital marketing du joueur. Mais il y a des dispositions impératives qui font que, en réalité, le joueur, il part pas quand il veut. En réalité, il y a des conditions de rupture du contrat de travail. Là, la question qui se pose actuellement, par exemple, c'est que, en raison de la Covid, est-ce qu'un club qui est dans une difficulté financière peut arrêter de payer son joueur ? Au regard du droit français, au regard du droit du travail, un joueur est salarié, son club, c'est son employeur. La réponse est non, tout simplement. On n'arrête pas de payer un joueur parce qu'on a des difficultés économiques. Donc ça a l'air très simple en théorie, mais il y a différentes problématiques qui se posent en pratique. Ok. Pour conclure, Mathieu Guillot, est-ce que du coup vous pouvez nous faire une conclusion et peut-être sur l'impact de la Covid sur l'impact de la Covid sur les derniers transferts et sur le monde du foot? Oui, l'impact du Covid, je veux dire, il est dans un sens assez évident parce que déjà, si on joue pas au foot, il n'y a pas de recettes. Donc ça a un impact sur le chiffre d'affaires qui est important. Et 2, si on joue à huis clos, il y a moins de recettes. Il y a quelques clubs qui ont commencé à publier leurs résultats. Moi, je suis pas très bon chiffre de tête, mais par exemple, l'impact sur les comptes du FC Barcelone sur l'exercice 19-20, donc qui s'est conclu en juin dernier, sur le chiffre d'affaires, c'est moins 203 millions avec une petite correction avec des économies de charges sur les salaires parce qu'ils ont pu baisser temporairement certains salaires des joueurs, plus des économies de coûts parce qu'il y a moins, il n'y avait pas de match ou des matchs à huis clos, du coup ça coûte un peu moins cher à organiser. Je crois qu'il y avait 75 millions d'économies de charges, donc l'impact net il est conséquent rien que sur 19-20 quoi. Ils ont fini avec une perte de 90 millions alors qu'ils ont budgété je pense qu'ils avaient budgété un résultat net de 15 millions. Donc ils se retrouvent, le budget c'était peut-être 1 milliard de chiffre d'affaires, ce qui aurait été un marqueur dépassé quand même dans l'industrie du foot, le milliard, transfert inclus. Aujourd'hui on est plutôt autour des 865 et là ils budgètent pour 2021 782 millions. Donc l'impact il est significatif. Sur le marché des transferts, il a été significatif, mais si on prend un peu de recul, en gros, sur le marché des transferts, le niveau des transferts là, qui a été publié sur les données FIFA, donc vraiment que le marché international, c'est moins 33% par rapport à l'année 2019, sachant qu'il y avait quand même une inflation constante sur ces dernières années. Donc en gros, le niveau du marché des transferts de l'été 2020, c'est la même chose que l'été 2016. Donc on peut aussi relativiser, il y a une correction de moins 33%. Je pense qu'il y a quand même eu moins de transactions, beaucoup plus de prêts de joueurs,
plus de joueurs en fin de contrat et peut-être moins de transactions, on va dire, intermédiaires, quoi. Donc il y a toujours eu ces gros transferts pour les clubs qui en ont les moyens, ce qui, à mon avis, gonfle un peu aussi le niveau de volume de transfert. Mais il y a eu une correction sur le marché des transferts. Et par exemple, effectivement, pour des championnats comme la France, qui dépendent beaucoup de clubs dépendent des transferts pour équilibrer leurs comptes, ça a nécessairement un impact, parce que beaucoup de clubs avaient budgété des ventes à l'été, soit qui ne se sont pas réalisées, ou soit qui se sont peut-être réalisées dans des conditions financières moindres de ce qui avait été budgété. Après, sur la saison qui s'ouvre, personne n'a de boule de cristal. On ne sait pas jusqu'à quand vont continuer les restrictions, quand vont pouvoir retourner un peu plus de public dans les stades. Mais ça, clairement, c'est un impact. Enfin, un impact qui est très conséquent et qui est très difficile à gérer. C'est rare d'avoir là, c'est un modèle économique qui est quasiment à l'arrêt, quoi. Très bien. Et il faut payer, du coup, il faut continuer à payer les joueurs, les charges qui sont des charges fixes, du coup. Et élevées pour beaucoup de joueurs. Ok. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Vous l'avez déjà donné? Ok. Maître Owen? Oui, effectivement. Là, on est dans des circonstances et un contexte sanitaire un peu particulier qui va donner lieu à des nouvelles problématiques, c'est-à-dire la poursuite des contrats de travail. Effectivement, alors je ne veux pas remuer un sujet brûlant, mais le financement principal, c'est quand même les droits attachés à la diffusion du championnat de ligue. Et là, Mediapro et la LFP, effectivement, il y a un vrai contentieux. Donc ça va nous donner du travail à nous avocats, mais il va falloir réinventer un petit peu la façon dont on va... Donc c'est peut-être une opportunité. Oui. Il faut le voir comme ça. Très certainement. J'avais une question à Mathieu, du coup, sur la partie bancaire. Et alors aujourd'hui, dans les banques, nous faisons des modèles quantitatifs pour essayer de savoir si on octroie un crédit ou pas, au final. Et j'ai cru comprendre que c'est toujours à dire d'experts sur les financements du foot. Ce ne sont que des décisions d'experts au niveau des banques, je veux dire. Ouais, c'est une bonne question. En gros, il n'y a pas assez en tout cas de nous, on est confronté à ça. C'est que, quand on rentre le bilan d'un club de foot, de par la structure de son bilan, généralement le rating qui est dans un système de rating bancaire classique, il est plutôt dégradé. Du coup, l'allocation en capital en face, elle est souvent importante, et le prix, du coup, important, sachant que ce bilan, des fois, reflète pas forcément la réalité du risque. Et parce qu'il y a beaucoup de spécificités du bilan d'un club de foot. Il n'y a pas de... En fait, c'est difficile de la rentrer dans d'autres industries pour avoir cet historique qui pourrait nous donner effectivement des probabilités de défaut, etc. Nous, on a fait l'exercice avec un assureur. On est confronté à un manque de données. On a du mal à ancrer le football dans une autre industrie où on pourrait l'ancrer et obtenir... tout ça, donc c'est une bonne question. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est quand même beaucoup plus une appréciation spécialisée. Et il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'analytiques, beaucoup de qualitatifs au final dans l'analyse, plus que du quantitatif pur. Parce que des fois, quand on regarde les ratios un peu statiques, comptables, on peut se dire oulala, mais en fait, derrière, il y a plein d'éléments qui font qu'on peut rehausser la qualité du crédit. Et de par la structure qu'on va utiliser, par exemple, quand on est adossé à une créance de transfert, on sait que par exemple le débiteur, s'il ne paye pas, il va être sanctionné par la juridiction sportive. Donc il va peut-être vouloir payer le club avant peut-être l'agent en créditeur, parce qu'il y a des créditeurs, si on ne les paye pas, on est moins sanctionné, quoi. Donc on peut s'adosser aussi à des actifs qui sécurisent un peu plus la structure. Florian Brojon de Newstalk Football, j'ai une question pour vous, Mathieu. L'a priori négatif des banques françaises à l'égard du football que vous mentionniez tout à l'heure,
Est-ce que c'est ce qui explique que la Ligue se soit tournée vers une banque anglaise pour contracter son prêt de 120 millions face au défaut de paiement de Mediapro? Ouais, après, je serais pas si catégorique. Ils ont fait le PGE avec une banque française. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix de faire avec une banque française, c'était sur le modèle du PGE. Non, l'a priori, il est assez historique. Il y a eu l'histoire de Lens et du Crédit Agricole avec le dépôt de bilan. Je pense qu'on a un marché aussi bancaire en France aussi qui est constitué beaucoup de banques on va dire de grandes banques plus retail banking avec peut-être un appétit au risque qui est peut-être moins important que des banques anglo-saxonnes qui ont des fois un modèle un peu plus flexible. En Allemagne aussi, ils ont ce marché bancaire un peu hybride. Donc je pense que c'est plutôt la structure du marché bancaire en France plutôt que spécifiquement le modèle économique des clubs de foot. Parce qu'en Angleterre, ils ont des banques anglaises qui les financent, en Allemagne aussi. En Espagne aussi, beaucoup de banques locales accompagnent. Et en France aussi, il y a des banques locales qui accompagnent, mais c'est plus compliqué. C'est souvent des fois aussi lié à une relation que peut avoir l'actionnaire, etc. Bonjour, Frédéric Caumont, Crestia Partners. Je suis conseiller en fusion-acquisition. J'aurais une question donc plus du côté equity et non pas de la dette. Si je comprends qu'il manque des données finalement sur le crédit en réalité pour prendre des décisions de financement des clubs. Hein, c'est ce que je comprends de vos propos, c'est qu'il y a finalement peut-être un manque de données historiques, les banques sont frileuses, il y a quelque chose qui... Bon. Sur l'equity, c'est un peu différent puisqu'il y a beaucoup de transactions, il y a des fonds souverains, il y a des fonds tout court d'investissement qu'on connaît bien, il y a des personnes privées, etc. Donc il y a beaucoup plus d'acteurs. Finalement, est-ce que là-dessus, les données sont plus abouties et quand il y a des transactions, les valorisations sont faites par des acteurs qui ont maintenant pignon sur rue et qui ont des données bien établies? Sur les données bancaires, on est en train de les constituer quand même, parce qu'il y a je pense on est dans une phase depuis 6-7 ans où on commence à accumuler quand même de la donnée. Sur les prises de participation en equity, je pense que c'est un peu le même scénario. De toute façon, ça reste un marché de niche, donc il ne va pas y avoir non plus... si on fait notre spécialiste M&A est là-bas, mais si on fait des multiples sur l'industrie du foot, c'est quand même difficile de trouver des liens de corrélation. Il y a des effets de la manière où c'est difficile de trouver une explication statistique à la valorisation d'un joueur. Je pense que ça reste encore difficile de trouver une explication statistique des corrélations sur des multiples de rachats de clubs. Et on reste dans une industrie, je pense, qui est très spécifique et qu'il faut appréhender c'est un peu toujours tailor-made quand même.